Salut Alice, Bonjour Jean, au plaisir. ravi de te rencontrer. Ouais, sur Paris. Oui, T'as fait un bon petit chemin pour venir ici. ouais, 800 km. Ça va, c'est un petit voyage. Mm. De base, t'étais sur Paris ou pas? De base, non. J'ai habité un peu partout en France en fait. Donc je suis née à Chartres, j'ai habité en Alsace, après on est revenu à Chartres, après Narbonne dans le sud, après le Pays Basque, ensuite Montpellier, et maintenant je suis à Montpellier, et puis je fais des allers-retours sur Paris au besoin. Voilà. Ça va, Voilà. ça fait pas trop un gros changement. Montpellier, pareil. Ça va, c'est pas le même rythme, mais les Parisiens sont chez moi, alors moi je viens chez eux maintenant. L'été c'est toujours comme ça, donc C'est une bonne manière de voir les choses. c'est ça. Ouais. Parce que les Parisiens, au bout d'un moment, quand ils en ont marre, ils vont dans le sud. Mm. Et les gens du sud, parfois, ils ont bien envie de revenir sur Paris. C'est ça. Bah, ça bouge plus quand même sur Paris, c'est pas le même rythme. Donc. Ce que C'est tu pas fais, mal. c'est relativement intéressant. Je te définirais comme étant quelqu'un qui est un cobaye. Un cobaye pour le bien, pour le bien des autres, Oui, par rapport à tout ce qui est crème et tout ça. oui, cosmétique et tout. Cosmétique. C'est une bonne définition, c'est à peu près ça, ouais. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce que tu fais? Bah, du coup, oui, moi j'ai une chaîne YouTube donc, sur la cosmétique naturelle. Donc je fais pas du tout ce qui est maquillage, c'est plutôt des soins, régler des petits problèmes, les petits bobos, les trucs comme ça, mais uniquement avec les ingrédients qui sont dans le placard de la cuisine. Donc c'est entièrement naturel, c'est sain, surtout si on les prend en bio, c'est extrêmement économique et c'est surtout extrêmement écologique aussi et surtout hyper facile à utiliser et du coup ça fait, je suis complètement passionnée de ça, donc ça fait 8 ans que je fais ça et voilà, maintenant j'ai une communauté de 247 000 personnes qui me suivent à peu près, donc c'est plutôt pas mal. C'est super intéressant parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce style de vie assez poussé comme le tien. Ouais. Il y en a de plus en plus, mais surtout que tu le fais depuis un bon petit moment. Ouais. Là maintenant, ça commence à se populariser, mais quand tu as commencé, il y avait vraiment très peu de personnes qui connaissaient ces styles de vie en fait. C'est ça. C'est ça. Et bah surtout, moi, je fais ça à 100% et c'est pas juste des périodes ou des trucs comme ça. Et je fais ça que ce soit pour ma cosmétique, mes produits d'entretien, ma lessive. Enfin, c'est vraiment que des produits naturels. Il y a 0 produit chimique chez moi. Donc, c'est génial. Ouais, ça demande un certain effort, j'imagine, au début pour cette transition ou bah pas vraiment. Alors la transition, c'est pas faire en une journée, hein, je t'avoue. En fait, j'ai découvert la cosmétique naturelle au fin fond de l'internet parce que j'ai découvert sur un site pas du tout connu qu'on pouvait se laver les cheveux avec un œuf et que le jus d'oignon, ça faisait pousser les cheveux. Alors je sais que ça paraît super bizarre et les gens sont toujours super étonnés quand je leur dis ça, mais oui, les œufs, ça lave très très bien les cheveux et le jus d'oignon, ça fait beaucoup pousser les cheveux. Et voilà, maintenant je suis passée sur un autre shampoing, je suis passée à la farine de pois chiche puisque j'ai aussi fait une transition alimentaire, je suis devenue végane entre-temps. Et en fait, quand tu commences, tu peux plus revenir en arrière. Parce que tu t'aperçois de tous les bienfaits, de la facilité d'usage, de tout ça. Quand on n'est pas passé, en fait, quand on n'a pas passé le cap, on s'aperçoit... Enfin, souvent, ça peut faire peur et on peut se dire que c'est compliqué, ça va demander beaucoup de temps de préparation, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. Plus tu expérimentes, plus tu vas découvrir des produits qui te conviennent et plus tu vas avoir d'alternatives pour pouvoir pallier à tous les types de situations. Et même quand tu pars en voyage ou quoi, au contraire, même ça facilite énormément la vie, quoi. Donc voilà, moi, il n'y a vraiment aucun retour en arrière possible. Donc du coup, à l'heure actuelle, tout ce que tu vas utiliser sur ton corps ou même du coup chez toi, c'est 100% organique et 100% vegan. C'est ça, 100% végétal, ouais. C'est ça. Est-ce que tu ressens une différence au niveau, je sais pas, du toucher de ta peau Ouais. En fait, le truc, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours été super sensible au shampoing. Alors, c'est une allergie, mais une allergie légère, ce qui fait que je passais mon temps à me gratter le cuir chevelu. Ce qui m'a valu d'ailleurs tout un tas de situations pas forcément faciles à gérer parce que j'avais la réputation d'être la pouilleuse, du coup. Même si je n'avais aucun pouls, c'est juste que j'étais allergique au shampoing, donc c'était pas forcément évident à gérer. Et en fait, quand j'ai découvert les produits naturels, du jour au lendemain, j'ai découvert pour la première fois de ma vie ce que c'était que de ne pas avoir de démangeaison sur le cuir chevelu. Pareil, j'ai été couverte d'eczéma. J'ai fait 22 ans d'eczéma. Et c'est l'huile d'olive qui m'a guéri mon eczéma.
Et contrairement à la cortisone et tout ce que disaient les médecins, j'ai jamais utilisé ces trucs-là. Et par contre, l'huile d'olive, ouais, ça m'a libérée, quoi. En fait, en 3 mois, ça m'a guéri les plaques que j'avais déjà. J'avais une énorme plaque au niveau de la cuisse. Enfin, j'en avais vraiment partout derrière les genoux. Ça faisait des croûtes, ça craquait, ça saignait quand je marchais. C'était horrible. Et en l'espace de 1 ou 2 semaines, déjà, ça m'a complètement guéri les plaques que j'avais. Ensuite, celles qui réapparaissaient, parce qu'il y en a quand même qui réapparaissaient selon les moments de stress et tout ça, pareil, je remettais de l'huile d'olive et ça s'arrêtait direct. Et depuis, j'en ai plus jamais eu. Okay. Donc, parce que beaucoup de personnes sont... c'est une des... D'ailleurs, ça rentre dans la catégorie des maladies. Ouais. C'est une des maladies qui affecte le plus de personnes, l'eczéma. Ah ouais, Bah, je savais pas. Ici, parce que justement, moi, c'est marrant que tu le dises, mais j'ai commencé à faire un peu d'eczéma à différents endroits. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'eczéma ou pas, mais j'ai vu que, je ne sais pas si ça se transmet aussi, parce que ma tante fait de l'eczéma. Ouais. Alors, ça dépend. Ouais, ça dépend des types d'eczéma. Moi, c'était lié au stress et lié à... Voilà. En fait, je ne sais pas trop à quoi c'était lié. Je sais que c'était beaucoup lié au stress, mais le mien, il n'était pas contagieux. Après, il y en a qui sont plutôt liés à des bactéries ou des trucs comme ça. Et là, par contre, ça se transmet par contact, effectivement. Okay. Donc oui, c'est possible. Est-ce que ça peut se faire également via la chaleur et le soleil? Tu peux avoir des réactions avec la chaleur et le soleil. Parce que j'ai commencé à avoir de l'eczéma, j'étais en un festival. Et ça faisait très longtemps, j'avais pas passé autant de temps sous le soleil. Bah, c'était quand on a eu de la canicule là. Ah oui, tu sais, à 47 degrés, je sais plus combien là. Oui, c'était à côté de chez moi. Bah voilà, j'étais à 7. Donc j'étais à côté de chez toi. Et on a chopé le pic depuis 2003. Et moi j'ai passé ces 4 jours là-bas, en plein cagnard, sans protection. Et juste après, les jours suivants, j'ai commencé à avoir un peu d'eczéma sur le ventre. Et donc je pense que j'en ai fait ce lien, le rapprochement en mode ça doit être, pourquoi, il y a bien une raison. C'est possible. Il y a les facteurs environnementaux effectivement qui favorisent vachement qui peuvent favoriser l'eczéma. Moi c'est plutôt le froid, je suis hyper sensible au froid. Le froid crée de l'eczéma chez toi? Ouais. En fait, à chaque hiver, j'avais des plaques d'eczéma qui arrivaient. Enfin, c'était vraiment la pire période. Mais après, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun, quoi. Je brûle très difficilement au soleil. Je suis très peu sensible au soleil et tout ça. Et ça me fait pas d'eczéma. Par contre, le froid, c'est Et donc, du coup, en quoi l'huile d'olive est bénéfique pour l'eczéma? En fait, c'est que l'huile d'olive, c'est extrêmement proche du sébum de la peau. Et c'est une des rares huiles qui est dite grasse. C'est-à-dire que quand tu vas le mettre sur ta peau, ça ne va pas pénétrer tout de suite. Et du coup, ça fait vraiment une couche de protection qui permet déjà à la plaque d'eczéma de guérir. Parce que l'eczéma, c'est un manque de sébum qui fait que ta peau va se desquamer super rapidement. Et ça va s'irriter, ça peut devenir... ça peut saigner. Voilà, et en plus, ça va gratter. Donc, tu vas être tenté de tout abîmer et tout, et bon, voilà. Du coup, le fait de mettre de l'huile d'olive, ça compense ce manque de sébum, vu que c'est extrêmement proche, et ça permet aussi à la peau de se régénérer beaucoup plus rapidement, et à calmer aussi, ça calme les démangeaisons tout de suite, quoi. Et pour la petite histoire, mon petit frère, il vit à la montagne, et du coup, il a bossé dans un magasin de location de ski, tu sais. Donc, on pourrait penser que c'est le boulot posé, mais en fait, il passait les mains à toucher des skis qui étaient couverts de neige et de glace. Et à cause du froid, ça lui avait fait des grosses plaques d'eczéma sur les mains. Et du coup, l'huile d'olive, c'est pareil, ça l'a beaucoup aidé à stopper le processus. Intéressant. Donc, du coup, plus favoriser une huile d'olive extraite à froid, je suppose. Ouais, alors c'est le mieux, effectivement, extraite à froid. Après, première pression à froid, ça marche aussi. C'est la qualité qui est un tout petit peu en dessous, mais bon, ça reste quand même de bonne qualité. Faut qu'elle soit vierge, par contre, impérativement vierge, extra vierge. Ça veut dire qu'il n'y a aucun produit chimique. Et qu'elle soit bio, idéalement, aussi, pareil, par rapport aux traces des produits chimiques. Voilà. Ouais, parce que quand on essaie de se guérir, le but n'est pas de se donner quelque chose d'autre en échange, quoi. Exactement. C'est intéressant. Et donc, tu penses que l'huile d'olive agit sur toutes les démangeaisons, quelles qu'elles soient? Oui, ça calme beaucoup les démangeaisons. Si tu supportes pas le côté gras, parce que ça prend quand même un petit peu de temps à pénétrer dans la peau et tout ça, tu as l'huile de jojoba dans le même genre qui est pareil. C'est pas vraiment une huile au sens biologique du terme, c'est une cire liquide, mais qui a exactement les mêmes propriétés qu'une huile en fait, et la même texture. Sauf que elle, c'est une fausse huile, mais qui est extra sèche, super sèche.
Et du coup, elle va pénétrer tout de suite. Enfin, moi, je m'en mets quand j'ai la peau sèche sur les mains, par exemple, après avoir passé du temps à laver du linge à la main, par exemple. Je m'en mets un petit peu et après, je vais direct sur l'ordi et le temps de traverser mon appart qui fait 25 mètres carrés, donc c'est très court, j'ai jamais laissé de traces d'huile sur mon ordinateur. Ça avait déjà pénétré. Voilà. Intéressant. Ouais, ça, c'est quelque chose que je vais mettre en pratique et je te dirai ça automatiquement. Bah, super. Mais qu'est-ce que tu penses de... On va rester un petit peu sur l'huile d'olive parce que ça m'intrigue beaucoup ce que tu dis parce que c'était pas prévu, tu vois, qu'on parle d'huile d'olive et d'eczéma et on en est venu là. Donc je trouve ça très intéressant. L'huile d'olive et le soleil. Oui. Tu penses qu'il faut faire attention à ça? Ouais, alors en fait, si tu mets de l'huile sur ta peau, il faut faire attention à ton exposition solaire derrière parce que y a certaines huiles qui favorisent le bronzage, notamment par exemple l'huile de carotte, l'huile de calendula. Par contre, il y a des huiles qui vont pas te protéger par rapport au rayonnement solaire et il y en a certaines qui te protègent, comme l'huile de framboise notamment qui est super réputée. Par contre, on n'a aucun moyen de connaître sa protection réelle puisque ça dépend de la qualité du produit d'origine, de la qualité du stockage, de l'acidité de ta peau, de ta transpiration, de tout un tas de trucs. Donc il faut vraiment être prudent avec les huiles vis-à-vis du soleil, que ce soit l'huile d'olive ou d'autres. Et voilà. Par contre, pour protéger des cheveux du soleil, il n'y a aucun problème. Tu peux mettre de l'huile, là, tu n'auras aucun problème. Et qu'est-ce que tu penses de l'huile de coco dans la globalité? Parce que moi, je pense que tu as plus de connaissances que moi là-dessus. Ouais. Et moi, je suis un grand fan de l'huile de coco, surtout dans la consommation. Dans tout ce que je fais, huile de coco. Ah ouais. C'est très simple. Dans tout ce que je cuisine, parce que je travaille dans des restaurants et l'huile d'olive, on t'apprend directement à ne pas la faire chauffer. Chose que la plupart des Français font. Ils la font chauffer. C'est une huile Bon, tu peux la faire chauffer, mais dans un restaurant, des restaurants haut de gamme, que ce soit vegan ou pas vegan, ils ne la font pas chauffer. Ils ne la mettent que à la fin. Donc moi, je suis un grand fanatique de l'huile de coco. Durant un bon petit moment, je me lavais les dents à l'huile de coco et je m'en mettais sur la peau et sur les cheveux. Bon, j'ai arrêté un petit peu tout ça. Juste comme ça s'est fait. J'ai arrêté. Par contre, je continue de la consommer. Et donc, je voulais savoir ce que tu pensais de l'huile de coco par rapport à ces différents usages. En fait, l'huile de coco, elle est hyper intéressante parce qu'elle est super polyvalente. Et surtout, il y a un point qui est qui est essentiel à mon sens, c'est le fait qu'elle n'est pas du tout sensible au changement de température et au rayonnement solaire. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire qu'elle se périme plus vite ou elle se rancit. D'ailleurs, quand tu l'achètes dans un magasin, ton huile de coco, elle est systématiquement dans un bocal transparent, alors que ton huile d'olive, de colza, de tournesol, quand tu l'achètes en bonne qualité, c'est un contenant en verre qui est teinté et qui est foncé, qui est vert foncé, pour justement limiter l'impact du soleil sur le flacon. Intéressant. Voilà. L'huile de coco, du coup, ça fait qu'en fait, elle est solide en dessous de 25 degrés et liquide au-dessus, mais ça ne va pas affecter sa qualité et ses bienfaits. Et en fait, tu peux la transporter partout. Moi, c'est mon huile de voyage parce qu'elle sert à absolument tout. Elle te sert de dentifrice, donc comme tu l'as dit, puisqu'elle capture en fait les bactéries. Donc tu peux te laver les dents avec et en fait, ça va nettoyer ta bouche, la désinfecter, mais sans l'agresser comme les bains de bouche, par exemple, chimiques et ultra chimiques. Ça te sert aussi donc, pour la peau, pour nourrir ta peau, retenir l'hydratation. Pareil pour les cheveux, ça les protège, ça les fait briller si tu en mets une petite quantité, ça va les nourrir aussi. Après, tu peux t'en servir aussi pour les petits bobos, genre tu te fais une petite coupure. Moi, je m'en sers tout le temps quand je cuisine, quand je me fais des coupures, parce que je suis assez maladroite et je me coupe très souvent, notamment au niveau des pouces où j'ai toujours des traces de lame de couteau. Et quand tu saignes, en fait, ça va comme ça, antibactérien, ça va empêcher ta plaie de s'infecter. Et pour autant, c'est pas un produit chimique, donc tu peux continuer à cuisiner avec un petit peu d'huile de coco sur les doigts. Ça va pas passer passer dans ta nourriture, mais c'est non toxique, quoi. Tu vois. Du coup, tu peux t'en servir vraiment pour énormément de manières. Tu peux t'en servir aussi en déodorant. Parce que comme c'est antibactérien, en fait, ça va empêcher les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs de se développer dans les zones chaudes et humides du corps, donc notamment sous les aisselles. C'est le truc qu'on n'y penserait pas. Ouais, et en fait, l'huile de coco comme déodorant. Elle fait absolument tout. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, tu en mets vraiment une goutte. Et puis après, tu peux même porter des vêtements foncés. Normalement, ça ne laisse pas de traces, ça ne fait pas d'auréole.
Contrairement au bicarbonate de soude, par exemple, ça fait des auréoles. Ouais. Donc, voilà. C'est pas pratique ça. J'en mets de la poudre comme ça. Moi j'ai pris connaissance de toutes ces poudres que tu peux mettre. Je trouve pas ça pratique. Parce que en fait les gens ils cherchent quand même quelque chose de pratique. Et l'huile de coco, il n'y a pas plus pratique. Tu as un pot, tu le prends sur un pot, les dents. C'est marrant parce que dans le yoga, il y a cette pratique, je sais plus comment on appelle ça, je crois qu'on appelle coconut oil. Pulling, peut-être. Je sais plus. Pour le bain de bouche. Le bain de bouche. Alors la version classique que je n'ai jamais faite parce que c'est une demi-heure, tu mets l'huile de coco dans ta bouche et pendant une demi-heure tu es là. Oui. Ça, c'est la version classique. Après, il y a la version accélérée en mode tu fais 30 secondes. Tu te mets devant un bon documentaire, une bonne vidéo YouTube pendant 30 minutes. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça marche bien. Et tu peux utiliser de l'huile de sésame aussi. Ok. Si toi t'aimes le goût de l'huile de coco, mais il y a des personnes qui n'aiment pas trop le goût de l'huile de coco ou l'odeur, et du coup l'huile de sésame c'est bien. Donc du coup à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses de l'huile de coco désodorisée? Ça là faut pas l'utiliser, elle est désodorisée aux produits chimiques en fait. Donc, même ça qui est dans les Buck-up du coup? Ouais, et en fait même s'ils disent qu'à la fin il y a soi-disant pas de traces, machin, il y a toujours des traces. Et en plus, ça retire une partie de ses bienfaits, donc il vaut mieux l'utiliser, soit l'utiliser odorante, soit changer d'huile. Mais la désodoriser, elle est pas top. Et il y a aussi un autre point, par contre, hyper important avec l'huile de coco, c'est qu'en fait, elle va pas détruire les bactéries, elle va les capturer. Donc il faut toujours se servir de l'huile de coco avec une cuillère, par exemple, et pas mettre directement les doigts ou la brosse à dents dans le pot. Sinon, les bactéries vont aller dans le pot et ça, tu vas les distribuer à chaque fois que tu t'en sers. Enfin, voilà. Du coup, toujours utiliser une cuillère pour faire la transition entre le pot et ta main. Et voilà. Petit geste au quotidien. C'est ça. Et du coup, vu qu'on parlait huile de coco, ça me fait penser à cheveux. Et donc, du coup, ça me fait penser à... Il y a un truc qui est extrêmement promouvu dans tout ce qui est shampoing, mais chimique, le beurre de karité. Est-ce qu'il y a vraiment des bienfaits? Ouais. Alors le beurre de karité c'est vraiment super pour les cheveux, pour la peau, moi je m'en sers beaucoup en baume à lèvres, surtout l'hiver. Et après pour la peau c'est vrai que c'est un beurre qui est vachement épais. Et du coup, ça va vraiment venir protéger ta peau. Donc au Maghreb, normalement, ils s'en servent pour se protéger la peau du soleil. Après, honnêtement, je ne sais pas si ça marche. J'ai jamais pris le risque d'essayer. Par contre, au niveau protection contre le froid, ça, moi, je l'utilisais beaucoup aussi. Et c'est vrai que ça fonctionne super. Pour les cheveux, c'est pareil, notamment pour les personnes qui ont les cheveux bouclés comme les tiens ou qui ont des dreads ou des trucs comme ça, c'est extrêmement nourrissant. Et du coup, ça, tu peux tout à fait l'utiliser. Par contre, c'est pas forcément hyper pratique parce que c'est un beurre qui est très très dur. Et du coup, il faut le monter en chantilly. Non, mais pour le monter en chantilly, c'est hyper simple à faire. Tu prends ton beurre, tu le mets dans un récipient, tu prends tes batteurs là, comme pour faire tes blancs d'œufs ou monter tes blancs d'œufs, etc. Et en fait, ça prend 5 minutes à faire. Et en plus, après, tu as le choix. Tu peux rajouter d'autres huiles, par exemple, si tu veux combiner les effets. Tu peux rajouter des actifs, tu peux rajouter ce que tu veux. Et après, ça te fait un beurre et puis ça tient X temps. Si tu mets pas de produits qui se périment comme l'aloe vera, par exemple. Et ça peut tenir des années et des années, quoi. Et à ce moment-là, c'est super facile à utiliser. Voilà. Parce que c'est le truc que tu vois partout, quoi. Beurre de karité et avocat. Beurre de karité, avocat. Donc, du coup, je me suis toujours posé la question. Il promouvoit, parce qu'il peut y avoir une raison économique, c'est un produit peut-être qui... Je ne sais pas c'est quoi le coût de ce produit-là, mais parfois il promouvoit des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques. Tu penses au dentifrice? Genre, j'ai envie de dire 95% des dentifrices chimiques, ils promouvoient le fluor. Il y a du fluor et il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Oui, mais ils le promouvoient. Donc, c'est un autre truc. Moi, c'est le truc que je fais en sorte de l'éviter, que ce soit dans mon eau, dans mon dentifrice ou dans quoi que ce soit que je vais consommer. Et eux, ils le promouvoient. Donc, c'est pas parce qu'on promouvoit quelque chose qu'au final, c'est bénéfique. Et donc, je me posais la question par rapport au beurre de karité, quoi. Alors non, le beurre de karité, pour le truc, c'est un vrai produit qui est vraiment, vraiment efficace. Pareil, encore une fois, il faut par contre le prendre de bonne qualité. Et en fait, c'est pas souvent précisé sur les beurres de karité, la qualité, la méthode d'extraction, etc. Et donc, pour le reconnaître, c'est facile. Un beurre de karité qui est complètement blanc, il est de
de mauvaise qualité. Il faut l'éviter à tout prix. Et par contre, s'il est jaune et qu'il a une odeur, c'est un peu spécial, c'est un petit peu fruité et en même temps très légèrement fleuri. Enfin, c'est vraiment une odeur qui n'est pas courante du tout. Et s'il a cette odeur-là et qu'il est de couleur jaune, c'est qu'il est de bonne qualité. Donc c'est bon. Voilà. Intéressant. C'est très intéressant tout ça parce que c'est pas les choses qu'on entend dans notre quotidien et c'est très enrichissant. J'ai mis longtemps à trouver l'info. Et qu'est-ce que tu penses du déodorant? Parce qu'on a parlé du coup de l'huile de coco, tu peux l'utiliser comme ceci, tu peux utiliser différentes poudres, etc. Mais c'est pas pratique. Est-ce que toi déjà tu mets du déodorant par rapport à tout ça ou c'est quelque chose que tu as mis de côté? Alors honnêtement j'en mets très très peu parce que en fait l'odeur corporelle, j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup de changements en fait par rapport à mes années collège où je mangeais de tout. La mi-collège, je suis devenue végétarienne. Là, j'ai vu un énorme changement au niveau de mon odeur, en positif, hein, pas en négatif, on est d'accord. Ensuite, quand j'ai arrêté de manger du sucre raffiné, que j'ai fait attention à la composition des produits que j'achetais, que je mangeais, que j'ai essayé d'éviter au maximum les produits chimiques et tout ça, c'était plus pour des raisons de santé, mais j'ai vu qu'il y avait un changement au niveau de mon odeur, et encore plus quand je suis devenue végane, et depuis, maintenant, j'utilise du déo vraiment pour me rassurer entre guillemets, tu vois, il y a toujours ce truc de ouais, j'ai une journée chargée, je vais devoir courir partout en plein cagnard et tout, est-ce que je vais sentir mauvais à la fin de la journée, tu vois. Mais après en soi j'en ai pas vraiment besoin et mon déo en ce moment c'est une petite brique de sel rose de l'Himalaya. Okay. Ça s'utilise exactement comme la pierre d'Alain, tu la passes sous l'eau, tu la passes vite fait sous tes aisselles, enfin sur ta peau, et puis c'est tout. Et tu rinces pas, et pareil, ça fait pas il n'y a pas d'odeur particulière, déjà c'est un déo qui ne sent rien. Donc ça, moi ça me dérange d'avoir des odeurs particulières. Autre que les tiennes, ouais. Alors moi je te suis complètement, le déodorant j'en ai pas mis depuis... Je sais que ça fait plus de 3 ans, parce que j'ai dû faire une vidéo il y a plus d'1 an, j'avais dû faire une vidéo il y a plus... Le titre c'était 2 ans sans déo ou quelque chose comme ça. Et ça faisait déjà plus de 2 ans quand j'ai fait cette vidéo. C'est juste que tu vas pas dire 2 ans et demi. Tu vois. Donc ça doit faire plus de 3 ans que j'ai pas utilisé une seule fois du déo. Et je m'en porte très bien. Bon, après, peut-être aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup couru, plusieurs interviews, visites, etc. Scooter, veste, équipement, etc. Parce que je prends le périph'. Là, il y a un peu plus de chaleur, mais il n'y a personne qui me dit que je pue. Parce qu'en fait, nous, on peut penser qu'on ne pue pas, mais au final, qu'est-ce que les gens pensent? Parce que nous, notre propre odeur, on n'en a pas conscience. Mais le truc que j'ai pu réaliser, il faut le préciser, le truc que j'ai pu réaliser quand même, c'est qu'en changeant d'alimentation, tout comme toi, mon odeur corporelle a changé. Mon odeur corporelle n'est plus la même. Je le sens plus pareil et je le sens bon. Et même quand je sens moins fort. Et même quand je transpire, tu fais une activité physique, tu transpires, c'est le but de l'activité physique. Et les gens me disent pas que je pue. Alors qu'avant, tu peux avoir des petites réflexions en mode ouais, là ça sent, tu vois. Mais jamais. Et je prends aucun déo. Parce que moi, si tu veux, si j'arrêtais le déo, c'était pas par rapport à une dynamique, par rapport aux produits chimiques ou quoi que ce soit. C'était relié c'était relié tout simplement à l'aspect qu'un déodorant, dans la plupart de ceux qui te vendent en chimique, ça t'empêche de transpirer. Alors que la transpiration, c'est pour libérer les toxines de ton corps. Mais de toute façon, c'est une fonction qui existe naturellement sur le corps, on en a besoin, on ne peut pas dire oh bah non, finalement j'ai envie de modifier le fonctionnement de mon corps. On ne peut pas faire ça, ça te déséquilibre complètement, quoi. Oui, bien sûr. La transpiration, c'est super important, il faut le laisser faire. Il y a un intérêt. C'est comme ça qu'on régule la chaleur, la température de notre corps. Déjà. Avec les carnivores, eux, ils le font par la bouche, mais nous on le fait par les pores de la peau. Oui, tout à fait. Donc oui, bien sûr, il ne faut pas empêcher le fonctionnement du corps. C'est une aberration totale de mettre de l'antitranspirant, quoi. Puis après, en plus, dans les déos classiques, il y a des sels d'aluminium. Maintenant, il y a une grosse controverse, donc ils essayent d'éviter, mais souvent, ça a été remplacé par d'autres produits pas forcément mieux. Donc voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes pour... quels sont les éléments les plus essentiels à changer dans leur manière, que ce soit plus le savon, parce qu'il y a certains produits qui sont plus chimiques que d'autres. Je pense, non? Alors moi déjà, je dirais prendre conscience en fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser 10 milliards de produits.
que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. On a besoin Déjà, on peut commencer par faire une bonne détox et ne plus rien utiliser pendant 2 semaines. Se laver à l'eau, faire le minimum de shampoing, idéalement de faire une cure de sébum et du coup de ne pas utiliser de shampoing et de faire ça vraiment à un moment où on est en vacances ou voilà. À ce moment-là, en fait, ça règle déjà un petit peu le fonctionnement de la peau, des cheveux, et puis on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes qui émergent et on se rend compte qu'en fait, souvent les besoins on pensait intellectuellement avoir au niveau de la peau et des cheveux, en fait, c'est des besoins qu'on n'a pas du tout. Et quand on arrête d'agresser, par exemple, la peau avec, il y a des gens, ils se lavent la peau au savon tous les jours, mais au savon vraiment, tu sais, le gel nettoyant bien chimique, machin et tout. Mais en fait, c'est pas forcément obligatoire et du coup après ils ont la peau sèche donc ils mettent un sérum et puis après ils ont la peau qui regraisse super fort alors ils remettent un autre truc, enfin tu vois, on n'a pas besoin de tout ça. Juste revenir à l'essentiel, se rendre compte qu'on a besoin de nettoyer, hydrater, nourrir. Après le reste ça se fait tout seul et ça se règle surtout par l'alimentation. Il y a énormément de problèmes de boutons, par exemple, qui passent par l'alimentation et très peu qui sont liés à d'autres facteurs, la pollution ou même des dérèglements hormonaux, même si les dérèglements hormonaux, ça peut se régler aussi par l'alimentation. C'est une parenthèse. Et tu vois, il y a tout un tas de trucs qui passent vraiment énormément par l'alimentation. Donc, ça, je te suis complètement. Pour moi, j'ai eu des problèmes de boutons à l'époque quand j'étais plus jeune. Ouais. Et quand je vois ce que je mangeais, pour moi, ça paraît juste logique. Parce que quand tu manges des trucs trop gras, trop sucrés ou avec les produits laitiers, moi, et ça a été attesté aussi par des études, les produits laitiers ont tendance à faire en sorte que, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, mais bon, que ça, voilà, ça crée ça fait des boutons. Ouais, tout à fait. Donc prendre conscience de son alimentation, c'est la base. Ouais. Par contre, je t'avoue que moi j'ai du mal, j'ai pensé, parce que j'ai une amie aussi qui prend plus de savon quand elle se lave depuis X temps. Alors je suis pas allé la renifler, donc je t'avoue que j'avoue que ça m'intrigue. Ouais. J'ai jamais passé le pas encore parce que là j'utilise pas de déo, donc et quand je fais une activité physique, ça me rassure après de prendre ma petite douche et de me laver. Ouais. Donc toi, ça fait que tu prends plus rien ou tu as confectionné le tien? Alors en fait, moi j'ai arrêté d'utiliser du savon, du gel douche, des trucs comme ça. En fait, j'utilise que du shampoing que je mets sur mes cheveux. Quand j'étais toute petite, à cause de l'eczéma. Parce que mettre du gel douche sur une plaque d'eczéma qui est ouverte, purulente et tout, ça fait hyper mal. Donc j'ai juste arrêté pour ces raisons-là. Et en fait, depuis, j'ai jamais vraiment recommencé. Ce que je fais, c'est que en fait, quand je me lave les cheveux, donc là je suis sur la farine de pois chiche, et quand j'ai fini d'appliquer tout sur ma chevelure et tout, en fait je remets un petit peu d'eau dans mon petit bol, parce que je mets tout ça dans un petit bol, et en fait après je verse simplement l'eau avec la farine de pois chiche sur mon corps, et puis voilà, j'étale un petit peu, mais c'est même pas je frotte, c'est j'étale un petit peu et c'est tout, et je fais que ça. Et je fais ça une fois par semaine, et quand je prends des douches dans la semaine, quand j'en ai besoin, je me lave vraiment 100% à l'eau. Donc voilà. À faire le test. Non, mais ça m'intrigue parce que je sais que, comme ce que tu disais juste avant, qu'il y a plein de choses qu'on pense être nécessaires qui ne le sont pas. Et qui sont pas. Moi, je m'en suis aperçu avec, premièrement, le déodorant. Je m'en suis aperçu également avec les cheveux. Donc moi, là, maintenant, je me lave une fois par semaine et ils sentent très bon. Mais il y a une période où je me les lavais une fois par mois et je faisais une activité physique. J'étais en couple et genre, on me disait que mes cheveux sentaient bon. En mode... Je les ai pas lavés depuis un mois. Et je sais que beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui semble... Mais en fait, il faut le vivre. Alors, c'est vrai qu'au tout début, je me souviens, au bout de... Enfin, parce que on m'a inculqué le fait de se laver les cheveux tous les jours. Ah oui, donc, d'accord. Passer de tous les jours à un mois, alors, ça a dû faire justement, j'ai pas fait un jour. Non, ça, c'est la catastrophe, c'est super grave. Mais il y a une fois où, en voyageant, je n'avais pas nettoyé mes cheveux pendant 5 jours. Et ils étaient super gras. Par contre, après, j'ai encore fait 5 jours. Là, ils étaient gras à partir du 4e jour, pas à partir du 2e jour. Et au fur et à mesure du temps, pendant 5 jours, ils n'étaient pas gras. En fait, le cuir chevelu, ou je sais pas comment ça se passe. Mais en fait, plus tu agresses ton cuir chevelu, en particulier avec des produits chimiques super forts, et le pire, c'est les antipelliculaires, les shampoings antipelliculaires. Il faut les bannir à tout prix, ceux-là. Plus tu vas agresser ton cuir chevelu, plus pour se défendre, il va réagir et il va faire du sébum. Et ta peau, c'est exactement pareil. Plus tu as la peau grasse, plus tu es tenté de la laver. On te dit toujours il faut la laver. C'est faux, il faut
la laisser tranquille, la laisser respirer. Tu peux mettre des soins apaisants, par exemple de l'eau florale ou des trucs comme ça, et la nettoyer avec vraiment quelque chose de super doux. Si vraiment tu sens que c'est trop gras et que ça te gêne, en fait, mais plus tu la laisses tranquille, plus elle va se réguler. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, mais c'est un mécanisme c'est comme ça, quoi. Donc du coup, j'avais cru entendre que tu avais des petits conseils sur comment accélérer la pousse du cheveu, parce que c'est quelque chose qui peut intéresser pas mal de personnes. Ouais. Alors, la pousse des cheveux, c'est un sacré sujet. Il y a plein de soins qui fonctionnent, ça a chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, je t'avais dit tout à l'heure qu'il y avait le jus d'oignon. Que j'avais découvert donc en même temps que mon shampoing à l'œuf. Ça, c'est super efficace. Par contre, selon la qualité de tes cheveux, par exemple, si tu as les cheveux qui sont un peu poreux, tu sais, un peu mousseux, un peu secs, etc., ça va vachement absorber l'odeur. Et si tu transpires, ça va sentir l'oignon quand tu vas transpirer. Ouais, ça on veut pas. Ça peut être un petit peu difficile à vivre. Après, ça dépend parce que moi, j'ai pas du tout les cheveux poreux, par exemple, et du coup, ça va pas du tout retenir l'odeur. Donc ça dépend vraiment des gens. Pareil, si tu fais un shampoing chimique après un soin à l'oignon, ça va pas du tout faire partir l'odeur, et même quand tes cheveux seront secs, tu vas sentir l'oignon. Donc voilà, faut avoir déjà une certaine démarche avant de passer à ce soin-là. Sinon, il y a l'huile de ricin qui est super réputée aussi, qui est très très efficace. Par contre, c'est une huile, je sais pas si tu as déjà testé, qui est extrêmement visqueuse et extrêmement collante, et du coup, elle peut être difficile à rincer. Donc pareil, il faut trouver le coup de main. Tu peux avoir des loupés au début, avoir les racines qui sont super visqueuses en fait, parce que ça te laisse les cheveux visqueux si tu le rinces mal. Enfin voilà, ça peut être ce genre-là. Après, tu as la moutarde qui est extrêmement efficace aussi, que j'avais testé, j'avais fait plusieurs cures de moutarde et c'est vrai que c'était très efficace. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas du tout la sensation parce que ça fait une sensation de chaleur sur le cuir chevelu et il faut laisser poser 20 minutes. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, ça leur chauffe vraiment trop le crâne. Et voilà, encore une fois, c'est à toi de trouver le truc qui va le plus te plaire. Et après, il y a aussi bien sûr l'alimentation. Parce que la qualité des cheveux passe aussi par l'alimentation, tout comme par la peau, tout comme la peau. Et du coup, plus tu vas avoir une alimentation qui sera saine, sans produits chimiques, j'entends par là, qui sera végétale, pleine de vitamines, de macronutriments, d'oligo-éléments, de sels minéraux, de trucs comme ça, plus tes cheveux seront de bonne qualité. Ça semble logique pour moi, parce que c'est composé de cellules, et les cellules sont composées de la nourriture qu'on consomme. Bah oui, de toute façon, la peau et les cheveux peuvent pas fonctionner si tu leur apportes pas ce dont ils ont besoin, et ça passe par l'alimentation, quoi. C'est tout comme tes organes, tout comme tout ton corps en fait. Donc du coup, par rapport aux cheveux, il me semble que j'avais vu en Biocop, j'avais dû prendre un truc comme ça un jour. Il y avait de la pousse de bambou. Et ça te dit quelque chose ou pas? Alors oui, après j'ai jamais testé, donc j'en ai juste entendu parler. La pousse de bambou, c'est une poudre, c'est ça? Ah ouais, après moi je suis abonné à tout ce qui est complément, je trouve ça pratique le matin, je me réveille avec Boom, donc ça avait l'air d'être une poudre, c'était pas un complément, il avait pas la même forme que les autres, c'est une sorte de poudre qui a été compressée, quoi. C'est parce que normalement c'est riche en silice. Et normalement, c'est reminéralisant pour le corps. Et comme, en fait, quand tu reminéralises ton corps, c'est bon pour les ongles, les os, les dents, les cheveux. Et puis, après, la qualité de la peau, etc. aussi. Okay. Ouais, donc, Et donc, dans la moutarde, c'est le même principe? Non, la moutarde, en fait, c'est comme c'est chauffant, ça va activer la circulation sanguine. Et c'est ça qui va activer, ça va filer un gros coup de fouet à ton cuir chevelu, en fait. Okay. C'est ça le truc. Intéressant. Voilà. Ok, si on partait sur quelque chose de légèrement différent. Vas-y, dis-moi. On en parlait un petit peu hors caméra, que j'aimais bien l'aloe vera, mais plus en termes de déco, malgré le fait que je sais qu'il est extrêmement utilisé dans l'alimentation, pour la peau, et sûrement pour d'autres choses que je ne sais pas, et je pense que tu vas pouvoir répondre à cette question. Donc du coup, l'aloe vera. Ouais, alors l'aloe vera, ça peut faire partie des incontournables pour la cosmétique. Après,
il y a différents types d'aloe vera. Il y a le gel le gel d'aloe vera, ça peut venir de différentes variétés d'aloe vera en fait, donc ils peuvent avoir des formes très différentes. Il y a notamment les grosses branches de cactus que tu peux acheter dans les magasins bio qui commencent à arriver de plus en plus. Avant, c'était impossible à trouver. Donc ça, c'est super facile à utiliser. En fait, il faut retirer toute la partie peau et laisser, je sais pas, 1 ou 2 mm de gel en fait entre la peau et la partie que tu vas utiliser, parce qu'il y a une substance, à chaque fois j'oublie le nom, dans la peau qui est toxique. C'est une substance qui est un petit peu jaune. En fait, ça, faut pas l'utiliser parce que c'est toxique et ça peut être irritant. Voilà. Ok, donc il faut prendre la partie centrale. Voilà, la partie centrale, vraiment la partie translucide, transparente. Et tu peux soit la mixer, soit moi ce que je fais quand j'ai la flemme, je la racle avec le dos d'un couteau et ça se transforme en gel en fait. Et tu le fais couler comme ça et après tu l'utilises comme tu veux. Donc il y en a qui l'utilisent en déodorant. Je trouve pas ça fabuleux personnellement, mais après ça dépend des gens. Tu peux l'utiliser déjà pour tout ce qui est hydratation de la peau, hydratation des cheveux. Tu peux l'utiliser pour soigner des coups de soleil, soigner des brûlures légères aussi. Ça va couper le feu. Tu peux l'utiliser pour énormément de choses. Si tu as des irritations aussi, pareil, tu peux l'utiliser dessus. Il y en a qui le mettent sur des cicatrices pour l'aider à faire partir. Donc ça, moi, c'est pareil, j'ai testé. C'est pas le truc qui me convient le plus, mais encore une fois, ça dépend des gens. Enfin voilà, t'as vraiment plein d'utilisations. Ouais. Et puis tu peux l'utiliser aussi soit comme ça en mode crème ou alors en mode masque et le rincer ensuite. Il y en a qui l'utilisent en après-shampoing. Enfin voilà, t'as tellement de possibilités en fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu vas en faire. Du coup, pour toi, par rapport à tes expériences, par rapport à tes préférences, ce serait quoi le top 5 des plantes magiques? Enfin, des plantes qui sont utiles dans... Des plantes ou des produits? Oui, qui peuvent être utilisés du coup dans des produits. Enfin, tu vois, il y a peut-être certaines plantes que tu retrouves dans deux de tes produits, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux, ou tu vois, tu fais des petits combos. Donc, quelles sont les 5 plantes que tu vas utiliser le plus? C'est les 5 plantes magiques, quoi. Alors, mon top 5, moi, ça serait déjà la farine de pois chiche. Parce que ça lave sans agresser, donc que ce soit les cheveux, la peau, tu peux en mettre dans une petite soucoupe et garder ça près de ton évier et tremper tes doigts dedans pour te laver les mains par exemple. Ça je le fais aussi, ça marche très très bien. C'est de la poudre en plus, donc tu peux l'emmener en voyage, t'as pas de problème de si le pot est un peu squeezé, ça va aller partout dans ta valise et après toute ta valise sera imprégnée de ton shampoing, donc au pire ça coule un petit peu, mais c'est de la poudre, donc tu frottes et voilà, c'est hyper pratique en voyage. Ça se périme pas aussi, donc avant que ça se périme, tu as vraiment beaucoup de marge, donc tu peux la garder 2-3 semaines si tu n'as pas de frigo, c'est pas grave. En numéro 2, je dirais le vinaigre de cidre, parce que ça c'est pareil, c'est comme l'aloe vera, tu peux t'en servir des millions et des milliards de manières possibles pour faire des millions et des milliards de choses avec. Pareil, ça va couper le feu, tu peux t'en servir, ça rééquilibre en fait le pH de la peau. Donc, en fait, quand tu as la peau sèche, ton pH il est bas, et quand tu as la peau grasse, ton pH est trop haut. Et en fait, le vinaigre de cidre, ça a vraiment un pH qui est idéal, et quel que soit du coup le pH de base de ta peau, ça va te ramener à une peau normale. Moi, avant, j'avais la peau qui était très sèche, et je l'ai utilisée vraiment tous les jours pendant à peu près 6 mois, je dirais. Après, c'était il y a longtemps, donc... et en fait, ça m'a ramené la peau à pratiquement un pH normal et maintenant, elle s'est jamais redéréglée en fait. Donc des fois, j'ai la peau des mains qui est un petit peu sèche quand je passe beaucoup de temps avec les mains dans l'eau. Mais après, sinon, sur mon visage, je mets pratiquement plus rien. Pareil, sur la peau de mon corps, j'ai presque rien besoin de mettre. Et ça, c'est assez cool. En plus, c'est hydratant parce que c'est un produit qui est émollient en fait. Donc ça va ramollir les cellules de ta peau ou de tes cheveux et ça va permettre à l'hydratation de rentrer dedans. Donc tu peux t'en servir pour hydrater ta peau. T'as pas forcément besoin de rincer parce que quand c'est sec, ça sent plus. Tu peux l'utiliser pur, tu peux l'utiliser dilué selon ta sensibilité.
Tu peux l'utiliser en après-shampoing, tu peux en mettre un petit peu sur ta brosse à cheveux avant de te brosser. Enfin, toi, t'as des dreads, donc ça va. Moi, je brosse pas. Non, toi, t'es pas trop concerné, mais tu peux en mettre sur ta brosse à cheveux pour faire briller tes cheveux aussi, parce que ça va resserrer les écailles des cheveux. Enfin, tu vois, il y a vraiment énormément de possibilités. Et c'est un produit qui est vraiment super doux, donc voilà. On était à 2. Numéro 3, je dirais l'huile de coco. Pour tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, vu que ça sert à tout, pareil. Numéro 4, je dirais le thé vert. Le thé vert parce que déjà c'est génial contre les pellicules. Ça calme les démangeaisons aussi, les irritations. Si par exemple tu n'as vraiment pas eu le choix et que tu as réutilisé un shampoing chimique, agressif, etc. et que ça te gratte le cuir chevelu, tu peux mettre du thé vert, ça va l'apaiser. C'est un très très bon tonifiant aussi pour la peau, donc pour les peaux, nous on est un peu jeunes pour utiliser ça encore, mais pour les peaux matures c'est vraiment génial. Moi c'est ce que ma mère utilise, elle utilise un petit peu de thé vert en spray tous les matins, donc tu le fais juste refroidir et puis après tu peux l'appliquer sur ta peau. Ça laisse pas d'odeur, pas de couleur, pas d'effet gras, pas de rien, c'est invisible, t'as pas besoin de rincer et c'est un très très bon tonifiant. Ça donne bonne mine aussi. Je sais pas si tu en as entendu parler, souvent ils préconisent de mettre des sachets de thé vert sous les yeux pour atténuer les cernes. Moi j'ai entendu parler des concombres. Mais... Et ouais, le concombre, mais le thé vert c'est super réputé aussi. Tu peux faire ça, mais tu peux juste l'utiliser. Enfin, moi je mets quelques gouttes de thé vert sur ma main et puis voilà. Et ça atténue les cernes, ça donne bonne mine, ça éclaircit. Enfin, c'est pas que ça éclaircit le teint, c'est que ça illumine le teint en fait. Donc ça va vraiment te donner une bonne qualité à ta peau et ça convient à tous les types de peau aussi. Donc voilà, le thé vert. Après en numéro 5, je dirais une huile. L'huile de jojoba, je dirais. L'huile de jojoba. Ouais, que je t'ai dit qui est très similaire à l'huile d'olive mais qui est très sèche. Parce que c'est une huile que tu peux emporter partout qui est super pratique en fait. Ça convient pareil, ça convient aux cheveux, ça convient à la peau, ça convient aux mains. C'est non toxique donc tu peux même en mettre sur tes lèvres, enfin tu peux faire ce que tu veux aussi avec et ça pénètre tout de suite. Ouais. Donc tu peux l'utiliser même avant un rendez-vous dans les transports en commun, mettre quelques gouttes et puis voilà, ça pénètre tout de suite, t'as aucun problème. Voilà. Génial. Mais du coup, vu que tu as parlé du thé vert et que c'est marrant parce que je pensais que, vu qu'on a parlé pas mal de cuir chevelu et on a parlé grattement du crâne, etc. et les pellicules, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui arrive. Déjà, première question, on va faire une multitude de questions. Ouais. Est-ce que tu connaîtrais éventuellement la cause du développement pelliculaire? Et secondement, comment faire pour le traiter? Alors, c'est hyper simple. Et ça va à l'encontre de tout ce qui est dit dans les produits du commerce, le marketing classique, etc. Les pellicules, c'est juste parce que le cuir chevelu est sec et que ça se desquame plus vite que normal. En fait, c'est un peu le même processus que l'eczéma, sauf que c'est pas aussi extrême. Et du coup, ça fait juste qu'on se retrouve avec des petits morceaux de peau morte un peu partout dans les cheveux parce que le cuir chevelu est sec et qui pèle. En fait, c'est juste ça. Donc contrairement à tout ce qui est dit pour vendre les produits du commerce, il ne faut pas utiliser un shampoing qui est super chimique, super agressif, qui va effectivement décaper ton cuir chevelu, mais qui va juste l'agresser encore plus et donc empirer le problème. Donc on traite le symptôme mais pas la cause. Voilà, c'est exactement ça, merci. Et du coup, tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est quand tu as la peau sèche, tu ne vas pas laver ta peau, tu vas appliquer un soin. Donc pour tes pellicules, c'est exactement pareil, tu appliques un soin. Donc tu peux mettre de l'huile, par exemple, si tu veux. Mais après, le thé vert, je t'avoue que c'est beaucoup plus rapide et genre en 5 jours. Moi, je vaporise du thé vert sur mon cuir chevelu et je laisse poser, je rince pas. Il n'y a pas besoin de rincer, pareil, c'est comme la peau, ça fait pas d'effet gras, pas de quoi que ce soit. Et je sais pas, en 5 jours, le problème est réglé. Mais réglé, pas traité et ça va se régler dans les... prochaine semaine, c'est que t'as plus de pellicule en 5 jours. Quoi. Et c'est pas relié au fait que aussi le crâne ne respire pas, enfin le cuir... Non, j'ai cru entendre ça aussi. Oui, alors ça peut être lié à ça, mais en fait, quelle que soit la cause, en fait, le principe c'est toujours le même, c'est que ton cuir chevelu devient sec. Okay. Donc ce qu'il faut, c'est lui donner un bon coup de fouet, et pour ça, le thé vert, c'est vraiment super pratique, parce que en plus, comme t'as pas besoin de rincer, tu vaporises et c'est tout, et tu laisses sécher, quoi. Ouais. Et t'as pas que le thé vert qui fonctionne, donc tu peux utiliser soit de la menthe,
Du thé vert à la menthe, ça fonctionne bien aussi. C'est bien, comme ça on sent bon en plus. Mais oui, ça sent bon en plus, c'est super agréable. Pareil, tout ce qui est l'eucalyptus, tu peux l'utiliser. Tu peux utiliser du romarin aussi, qui sera peut-être plus adapté pour les garçons parce que c'est une odeur qui est un peu plus masculine. Donc voilà, après ça dépend des gens. Moi j'adore le romarin, donc voilà, ça me rappelle chez moi en plus, donc c'est parfait. Tu peux utiliser du laurier aussi. Pareil, comme c'est une odeur qui est assez masculine, ça passe peut-être mieux pour les garçons aussi. Après, vraiment toutes les plantes en fait, qui seront stimulantes, qui vont donner un coup de fouet, qui seront purifiantes, fortifiantes, etc. Le thym, c'est pareil, ça marche aussi. Tout ça, ça va fonctionner. Et ça s'utilise exactement de la même manière. Mais ton favori reste le thé vert. Ouais, moi c'est le thé vert. Je testerai la prochaine fois le thé vert si j'ai des liquides. Ouais, ok, bah super. N'hésite pas à me dire en combien de temps tu t'en es débarrassé du coup. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, tout ce que tu racontes, tu l'as testé sur toi. Et je trouve que c'est encore plus intéressant que de lire une étude parce que c'est bien beau, mais il y a la compréhension, il y a l'expérience. Et donc, toi, du coup, il y a eu la compréhension et l'expérience et la recherche, parce qu'on peut voir que tu as une connaissance dans le vocabulaire que tu utilises. Ça se ressent, que ce soit avec les caméras ou hors caméra. Ça se voit. Enfin, je sais pas, c'est naturel, ça sort tout seul. Il n'y a pas de réflexion. Ça se voit qu'il y a une compréhension et je trouve ça juste génial que tu testes sur toi. Et après que tu partages en même aux temps, gens. Je me voyais pas du tout faire des vidéos en disant vous pouvez utiliser tel truc. Bon, j'ai pas testé, mais il paraît que ça marche. Je sais pas, il y a des youtubeuses des fois qui font ça et moi ça me. Est-ce que tu as déjà eu des ratés? Ouais, oui. Ah bah oui, beaucoup de ratés. Énormément de ratés. C'est quoi tu veux nous partager tes pires expériences? Mes pires expériences. Alors j'avais fait une vidéo sur le sujet où par exemple j'avais lu sur internet une personne qui n'avait pas dû tester le truc que le jus de betterave ça donne un beau teint. Et en fait j'ai testé ça avant de partir en cours. Et évidemment, au moment de rincer, ça ne s'est pas rincé, donc je me suis retrouvée avec le visage violet. Et du coup, je suis pas allée en cours, je me voyais pas me ramener avec le visage violet, mais vraiment, vraiment violet betterave, quoi. Et du coup, je suis restée chez moi, j'ai séché mon cours. Bon, j'étais à l'université, donc ça va, heureusement. J'avais pas mes parents sur le dos, mais bon, quand même, moi, le fail du jus de betterave, j'avoue, ça a été assez puissant. T'étais quand même motivée, enfin tu l'es toujours, mais de tester quelque chose de nouveau avant d'aller en cours. Ouais, je fais plus ça maintenant. Avant les rendez-vous importants ou les moments où je sais que je vais sortir, je teste plus des produits qui peuvent avoir des gros fails comme ça. Dans le même genre, j'avais eu aussi, je voulais tester le shampoing sec pour retirer les bains d'huile. Et en fait, le shampoing sec, à l'époque, j'utilisais de la fécule végétale de la maïzena, enfin de la fécule de maïs, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs qui fonctionnent, hein, le cacao, toutes les fécules végétales, voilà. Et autant pour retirer le sébum, c'est bon, ça fonctionne très très bien. Autant l'huile, c'est beaucoup trop dense, c'est beaucoup trop lourd et ça ne se retire pas avec du shampoing sec. Et en fait, ça m'a juste collé la fécule végétale sur les cheveux et j'avais les cheveux qui étaient complètement blancs, floconneux et ça ne partait pas. J'avais beau brosser, j'ai même passé une serviette de plage, tu sais, dans mes cheveux pour retirer tout ça, ça ne partait pas. Et en fait, après, quand tu le passes sous l'eau, ça coagule en fait et c'est impossible à rincer. Ça a été le fail total. Et avec le temps, tu as réussi à donner ça? Ouais, c'est parti quand même, mais c'est pas parti au premier shampoing, quoi. Après, le bon côté quand même, c'est que tu expérimentes plein de choses, mais qui sont naturelles. Ouais. Donc du coup, il n'y a rien de dramatique qui peut arriver, ou tu vas avoir la peau peut-être un peu rougeâtre. Non, mais c'est ça. Enfin, il n'y a rien de dramatique, c'est du naturel. Et ça, je trouve ça cool. Ouais. Au pire, je me retrouve avec les cheveux un peu secs ou poisseux, ou avec une odeur bizarre. Si, j'avais testé un jour un masque avec du beurre de cacahuète dedans. Et c'était une très mauvaise idée parce que mes cheveux ont senti la cacahuète pendant une semaine, même après que le soin soit complètement rincé et tout. Et en plus, c'était pas du tout efficace, mais bon, bref. Ouais, moi je suis fan du beurre de cacahuète. J'adore ça aussi. En manger, mais faut que je me limite dans la consommation du beurre de cacahuète. C'est trop ça, mais c'est trop ça. Ça et les noix de cajou, ça me le rend mais complètement dingue. C'est impressionnant. Génial. Ce serait quoi, si tu devais répondre à cette question, l'impact que tu veux avoir à travers tout ce que tu fais, tout ce que tu partages sur
des alternatives 100% naturelles, organiques, végétales. C'est quoi l'impact que tu vas avoir que je veux avoir à travers tout ce que tu fais? Alors déjà, faciliter la vie des gens et leur permettre d'être autonomes. Parce que, en fait, ma communauté, elle est super, super jeune. J'ai beaucoup de 13-24 ans. C'est 65% de mon audience, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment plein de jeunes qui me suivent, tout simplement parce que soit c'est des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les produits de très grandes marques qui sont super chers, où il faut 10 000 produits pour avoir une routine. Soit j'ai beaucoup, et ça je trouve ça hyper touchant en fait, beaucoup de jeunes et les parents veulent pas leur permettre d'acheter des produits, des trucs comme ça, et donc du coup ils doivent se débrouiller avec ce qu'il y a chez eux, et du coup ils passent par les placards de leur cuisine, et en fait c'est un mal pour un bien parce qu'ils découvrent un nouveau monde, et généralement c'est la révolution et ils sont super contents, et voilà, donc ouais, c'est leur permettre déjà d'être autonomes, de pouvoir se débrouiller avec ce qu'ils ont, et de pas se surcompliquer la vie en leur faisant croire que s'ils n'utilisent pas tel produit de telle marque qui va leur coûter une fortune, et que machin parce que c'est à la mode, et ils seront pas beaux, ils seront pas assez bien, et leur peau sera pas bien, et machin. Ça c'est aberrant ça. Donc ouais. C'est génial. Je dirais ça. Et puis après il y a tout l'impact qu'il y a derrière, qui est pas forcément mesurable précisément, mais tu vois en 8 ans, j'ai jamais versé aucun produit chimique dans la tuyauterie de ma salle de bain. Je sais pas quel est l'impact réellement, mais je sais que ça a été un impact qui a été quand même énorme. Sur 8 ans, ça fait... Sur 8 ans, c'est énorme. Et en plus, ça m'a fait faire des économies, et en plus, ça m'a simplifié la vie. Parce que ma peau, mes cheveux, honnêtement, si je prends juste ma routine et que j'enlève toute la partie où je teste des soins pour découvrir des nouveaux trucs, je dois y passer, je sais pas, même pas 20 minutes par semaine. Donc, une fois que tu as pris l'habitude, tu sais comment ça fonctionne. C'est ça. C'est ça, et j'ai la même routine depuis des mois, et j'ai pas l'intention de la changer en fait. Donc ça te fait gagner énormément de temps, et puis énormément de temps de cerveau aussi. Parce que t'as pas à te prendre la tête de dire ah oui, il faut pas que j'oublie, c'est ce sérum là, ensuite c'est ce truc, et puis c'est ça, et puis c'est ça. Puis ça fait péter un câble quoi. Moi, quand je vois des fois la routine des autres youtubeuses où elles se mettent des milliards de produits sur le visage et tout, et qu'elles sont là. Alors ça, c'est ma routine spéciale week-end, parce qu'après la semaine, j'ai pas du tout ça. J'utilise ce produit-là et ça en plus. Tu sais, et toi, t'es là, mais tu préfères pas utiliser ce temps-là pour voir des amis, te connecter au moment présent, faire, je sais pas, de la peinture, une activité créative, ou passer du temps avec, je sais pas, jouer avec tes animaux, ou enfin, te détendre quoi, plutôt que de te prendre la tête pour essayer d'avoir une belle peau. Enfin, pour moi, on en revient à un manque d'estime et d'amour de soi. Ouais, aussi. Parce que c'est ok de vouloir s'embellir, mais quand tu es tout le temps dans cette démarche-là, c'est parce que tu cherches une validation de l'autre et que tu ne t'aimes pas assez toi. C'est ça, quand tu es dans une dépendance en fait, c'est ça où ça devient un peu dommage. Et ce que je trouve vachement dommage aussi, c'est plus ça va, plus on essaye de faire croire aux gens que s'ils consomment pas, ils seront pas suffisamment bien, pas suffisamment beau, pas suffisamment classe, pas suffisamment je sais pas quoi. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Mais heureusement, la résistance s'organise. Il y a aussi toute une partie des gens qui commencent à se réveiller et qui se disent qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. Ils arrêtent de s'épiler, par exemple. Ça, c'est un truc de fou. Les gens qui arrêtent de s'épiler, je trouve ça vraiment super cool. Arrêter de mettre du déo, arrêter tous ces trucs-là, et arrêter de se prendre la tête, et arrêter de se maquiller et tout. Il y a un gros changement qui est en train de se passer. Mais je pense que le travail que tu fais, c'est super intéressant. Parce que comme tu l'as dit, tu as une communauté qui est jeune et qui, de base, n'a peut-être pas énormément de conscience sur tout ce qui est produits chimiques. Comme la plupart des jeunes, ça a été mon cas, ça a sûrement été ton cas, ça a été le cas de la plupart d'entre nous. On est jeunes, on fait notre vie, il y a un shampoing d'une marque, je pense, genre féminin est attiré par ça. Nous, on est masculin, et il y a un nouveau t-shirt de telle marque, mais on ne se préoccupe pas de ce qu'il y a derrière. Et eux, en fait, comme tu l'as dit, qu'ils n'ont peut-être pas les moyens, ou les parents ne veulent pas payer tel et tel truc pour diverses raisons, ils s'orientent vers des alternatives que tu proposes qui sont 100% organiques, végétales, et moi je trouve ça juste génial, parce qu'à travers ça, en fait, il y a un questionnement. C'est pas juste, je vais avoir que des trucs organiques sur ma peau. Non, c'est qu'après,
ça se propage ça, sur d'autres c'est ça. domaines, que ce soit l'alimentation, même après les relations, se remettre en question soi. Ouais. Et donc, Ouais, ouais. en fait, c'est un élément qui risque d'en enchaîner d'autres. Et je trouve ça génial de toucher à travers ce que tu fais pas mal de gens qui sont relativement jeunes et de le faire à travers autant de produits naturels et organiques. Donc, merci infiniment à toi pour ce partage, le fait d'être venu, de t'être déplacé. Avec plaisir. Et ouais, c'était vraiment très enrichissant. On peut ressentir tes connaissances dans ce que tu fais. Il y a aucun doute là-dessus. Moi, tu m'as convaincu de tester 2-3 petits trucs. Ouais, ok. Ouais. Bah, n'hésite pas à me dire ce que ça fait sur tes cheveux, ta peau ou même ta barbe. Ta barbe, en vrai, j'ai un truc. Ok. J'ai personne dans mon entourage qui a une barbe et sur qui je peux tester des trucs. Donc si jamais tu veux tester des trucs, il n'y a aucun problème. Je te donne des petites recettes, vraiment des trucs qui sont super simples, qui vont pas te coûter cher, que tu peux tester. Et ouais, ce serait vraiment top ça. Clairement, on va faire ça. Ok, super. Merci infiniment. Je t'en prie, avec plaisir. Merci de m'avoir permis d'être sur ta chaîne. Plaisir.